Intervenante, qui est Ludivine Richard, à qui je passe la main. Bonsoir à tous, je vais partager mon écran. Je voudrais juste m'assurer que vous m'entendez bien avant de commencer. Oui, on vous entend à la perfection. Super, alors c'est parti. Est-ce que vous voyez également mon écran? C'est parfait aussi de notre côté. Impeccable. Du coup, je vous remercie à tous d'être connectés ce soir. Moi, je vais vous proposer d'explorer un sujet autour de l'IA, évidemment, et donc d'explorer comment cette IA et la cybersécurité peuvent révolutionner la conformité dans le secteur qui est le nôtre, celui de la santé. Avant ça, je fais une courte introduction puisque voilà, tous les intervenants l'ont fait. Moi, je m'appelle Ludivine Richard et j'aime à dire que je suis guide de la conformité des systèmes d'information dans les industries de santé. Je suis aussi la fondatrice du programme A38, qui est un programme de formation pour toutes les personnes qui veulent devenir chargées de VSI. Donc la VSI, c'est la validation des systèmes informatisés. Donc on rejoint ce que Jean-François a présenté un petit peu plus haut. Alors c'est parti. Tout au long de cette présentation, vous allez voir apparaître mon nouvel assistant, le chat GPTX. C'est celui qui m'aide parfois dans mes missions. C'est celui aussi qui aide les étudiants du programme A38 à y voir plus clair, parfois, dans la conformité des systèmes. Je vais aborder le sujet en 5 points que vous voyez affichés à l'écran. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est un peu souvent comme le Loch Ness, mais vous voyez, en version technologique. Beaucoup en parlent, mais peu l'ont vu opérer concrètement. Alors, laissez-moi vous poser une question et écrivez dans le chat. Je compte sur vous. Je sais que c'est l'heure de manger, je sais qu'il est un peu tard, mais vraiment, qui parmi vous utilise déjà l'intelligence artificielle dans son environnement professionnel ou personnel? Écrivez-le dans le chat, juste un moi, ou alors tu mets un feu, tu mets ce que tu veux dans le chat. Voilà, 1 + 1, parfait, super, je vois, ça se déchaîne, c'est cool. Et qu'est-ce que vous utilisez comme IA? Dites-moi, est-ce que c'est le chat GPT ou est-ce que vous utilisez d'autres IA? Ok, copilote, je vois apparaître. Gemini, super. Oui, pro, perso, c'est chat GPT, le GPT-4. Waouh, il y a des abonnements. Bard, mais Bard, c'est fini, c'est diminué maintenant. Ok, cool, super. Et dans quel but vous utilisez ces intelligences artificielles? À quoi elles vous servent aujourd'hui, concrètement? Écrivez des exemples. Yes, traduction. Ok, gagner du temps, des formules Excel. Waouh, reformulation des synthèses, super. Rédiger des beaux emails, ça c'est beau. Ok, du code, orthographe, du code, Excel, super. Eh bien écoutez, je vous propose de plonger tout de suite dans la définition de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle et la cybersécurité aussi, aujourd'hui, sont omniprésents et surtout dans notre secteur qui est l'industrie de santé. Mais est-ce qu'on comprend vraiment l'impact? Je vois par exemple traduction. Eh bien, est-ce que vous considérez, quand vous réalisez des traductions, les aspects de confidentialité? On y reviendra plus tard. Cette définition que je vous affiche à l'écran, là, c'est la définition qui est disponible sur le site du Parlement européen. Je vous ai mis le petit lien ici. Si vous souhaitez avoir cette présentation à la fin de la table ronde, moi je suis OK pour la partager. Voilà, on s'arrangera avec les étudiants ou vous pouvez directement me la demander. C'est possible. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas que le chat GPT, c'est une possibilité pour une machine de reproduire des comportements qui sont liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et même la créativité. Je discutais encore avec mon voisin tout à l'heure, qui me dit que lui, il utilise ça pour écrire des paroles de chansons, vous voyez? Donc, cette intelligence artificielle, elle permet à des systèmes techniques, voilà, de percevoir leur environnement, de gérer ces perceptions. On parlait tout à l'heure des capteurs, des robots, des caméras, de reconnaissance faciale. Voilà, c'est aussi ça, en fait, l'intelligence artificielle. Mais je pense que vous l'avez compris. Alors, moi, mon métier, c'est de faire de la validation de systèmes informatisés. Donc, la validation des systèmes informatisés,
je pense que vous connaissez, c'est le fait de démontrer la conformité des systèmes informatisés. Et comment moi, aujourd'hui, j'utilise l'IA, notamment mon fameux assistant, le ChatGPT, que vous voyez ici avec ses petites moustaches et son nez en cœur. Comment est-ce qu'il peut transformer les tâches quotidiennes? Eh bien, en nous rendant plus efficaces, en nous rendant plus précis. Eh bien, moi, je l'utilise par exemple aujourd'hui pour rédiger des cahiers des charges qui vont permettre de définir les exigences que l'on souhaite d'un système informatisé. Je vais également l'utiliser pour améliorer mes analyses de risque. Je vous ai mis tout à l'heure I love analyse de risque. C'est ça. Eh bien, dans mon métier, on fait des analyses de risque sans cesse, à tous les niveaux. Et donc, du coup, on utilise cette IA qui peut nous conseiller dans nos analyses de risque. Je m'en inspire aussi pour la création des scénarios de test et même pour réaliser cette présentation. Le ChatGPT, comme je l'appelle, c'est mon nouvel ami. Et voici par exemple un exemple concret par rapport au cahier des charges pour un système qui permet de gérer les informations des affaires réglementaires. Eh bien, je vous ai mis un exemple de prompt ici, on ne va pas le lire en détail, mais ce ChatGPT qui peut révolutionner notre façon de travailler, voilà, ça c'est, il nous permet d'être plus précis. Simplement, il faut savoir lui parler. Il faut savoir s'adresser à cette intelligence artificielle comme si on s'adressait à un stagiaire, par exemple. Donc, c'est-à-dire que vous voyez que le stagiaire, il faut tout lui expliquer, en fait. Il faut lui expliquer le contexte. Il faut lui expliquer son rôle. Il faut lui expliquer sa mission. Il faut lui donner les conditions et le format dans lequel on souhaite que la donnée soit restituée. Donc, aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui vont émerger, évidemment, qui vont être plutôt des ingénieurs de prompt, parce que le prompt, si vous voyez, c'est ce qu'on écrit, en fait, par exemple, à ChatGPT. Donc, si vous voulez avoir des résultats efficaces et pertinents, eh bien, il faut respecter des règles. Alors, l'utilisation de ces IA, bien sûr, elle va permettre d'automatiser, d'optimiser des tâches répétitives, notamment dans la validation des systèmes informatisés. Ça va nous permettre aussi de consacrer plus de temps à des activités à valeur ajoutée. Par exemple, voilà, tu vas préparer une inspection, eh bien ouais, ça va être beaucoup plus critique, tu vois, que d'écrire un email pour pouvoir diffuser, je sais pas, des documents. D'ailleurs, il y a des outils comme Viva, peut-être que vous connaissez cet outil, qui est un outil de GED, qui commence déjà à intégrer l'intelligence artificielle dans son propre logiciel. Voilà. Donc, ces IA, elles vont nous servir d'inspiration, par exemple, pour générer une base initiale de travail qui va servir de discussion et affiner, qu'on va affiner ensuite pendant les réunions avec nos collaborateurs. Elle va nous permettre aussi d'être beaucoup plus efficace et productive, mais en accélérant les processus de rédaction et pour pouvoir envisager aussi des aspects du projet qui ne pourraient être pas forcément évidents immédiatement, ou par exemple quand tu es fatigué, en fait. Ça arrive, hein, je veux dire, nous on reste des humains. On reste des humains. Bien sûr, cette intelligence artificielle, elle a des limites. Et bien qu'elle soit des outils précieux pour accélérer, par exemple, la rédaction des documents, voilà, générer des idées initiales, son utilisation, et j'insiste, elle doit être complémentée par une expertise humaine. Les professionnels doivent absolument revoir et personnaliser tout contenu qui est généré par l'intelligence artificielle pour s'assurer que ces intelligences artificielles, elles répondent à des standards de précision. Vous voyez, Jean-François a évoqué Accurate dans les principes Alcoa, on y a encore des standards de précision, des standards de conformité et des standards de pertinence qui sont indispensables dans notre secteur qui est celui de la santé. Alors, parmi ces limites, voilà, une compréhension contextuelle, une IA, ça s'appuie sur des données avec lesquelles elle a été entraînée, et donc il se peut qu'elle ne comprenne pas complètement le contexte réglementaire spécifique et les exigences qui sont propres à notre domaine. Ça pourrait manquer de nuances, et je vous dis parce que je l'ai testé, hein, moi je m'amuse avec cet assistant tous les jours.
manquer de nuances et puis des fois aussi dans des domaines de juridiction qui sont très particuliers. Un deuxième point, c'est la mise à jour des connaissances qui est limitée. Est-ce que vous savez quand est-ce que s'arrête la mise à jour des connaissances du chat GPT 4? Écrivez-le dans le chat, si vous savez. Quand est-ce que ça arrête? Ah, alors ça, c'est pour le 3.5 2022, ok. Ok, ok. Mais moi, je vous propose de faire un exercice simple. Ouvrez votre chat GPT et posez-lui la question. Tout simplement, vous allez voir, il va vous répondre. 1980. On n'est pas loin. Alors, 1979, on peut dire que c'est la naissance de l'IA. Mais j'y reviendrai plus tard. Ok, du coup, mise à jour des connaissances. Par exemple, vous avez des nouvelles réglementations qui sont apparues après avril 2022. Et donc, ces réglementations-là, eh bien, on ne les a pas. D'autres choses, c'est les spécificités techniques et réglementaires. Donc, pour ces aspects-là, qui sont un peu complexes, l'IA pourrait fournir des informations qui sont trop générales aussi et qui ne sont pas suffisamment spécifiques, exactes et qui nécessitent vérification et adaptation. Au niveau de l'interprétation des données, et souvent c'est là qu'on va l'utiliser par exemple en production. On l'a vu avec la superbe présentation. L'interprétation des données, elle est basée sur les données d'entraînement. Et du coup, ça peut parfois conduire à des erreurs ou des inexactitudes. On parle parfois d'empoisonnement de données aussi. Si on se place avec le masque du hacker, vous voyez, eh bien, on va pouvoir empoisonner ces données pour conduire à des mauvaises interprétations. La personnalisation et l'unicité, c'est aussi une des limites de ces intelligences artificielles. Bien que, par exemple, ChatGPT puisse générer des documents qui sont bien complets et bien structurés, eh bien, il peut vraiment manquer de personnalisation qui soit nécessaire et qui répondent du coup aux besoins uniques de chaque organisation. Et évidemment, la confidentialité et la sécurité des données. J'imagine que vous allez avoir plein de questions sur ces aspects-là. Et donc, quand vous partagez des informations sensibles ou propriétaires, évidemment, on va se poser des questions de confidentialité, surtout lorsque vous allez utiliser des IA de type public. Donc, c'est crucial de s'assurer que l'utilisation de tel outil n'expose pas des informations confidentielles. Voilà, vous ne mettez pas votre nom, vous ne mettez pas le nom des personnes avec qui vous travaillez. Ça, c'est pour les informations personnelles. Et voilà, faites attention à ce que vous partagez avec l'IA. Et le dernier point, la dernière limite que je vois, c'est la dépendance. C'est comme la drogue, en fait. À ce moment-là, quand vous commencez à utiliser le chat GPT tous les jours, par exemple, eh bien, vous allez lui demander, vous allez devenir accro, vous allez vouloir lui demander tout et n'importe quoi, vous allez tout le temps vouloir l'utiliser. Moi-même, je me suis rendu compte que parfois, j'ai le réflexe de l'ouvrir pour écrire un email, alors qu'en fait, j'aurais pu l'écrire l'email en 30 secondes et que finalement, je passe 5 minutes à demander un email parfait au chat GPT. Bref, vous l'avez compris, ces IA, elles ont des avantages, mais elles ont aussi beaucoup de limites. Et tout ça, eh bien, une des clés pour se protéger, c'est de développer son esprit critique. Et une des compétences qu'il va falloir que tous les humains on développe pour ne pas perdre notre travail, par exemple, parce que c'est ce que va engendrer ces intelligences artificielles, eh bien, c'est de développer son esprit critique et, puisque c'est mon domaine, d'appliquer les réglementations et les normes. On appelle ça d'ailleurs des bonnes pratiques. Et juste pour revenir sur l'esprit critique, c'est vrai que, par exemple, dans le GAMP 5, qui est un guide qui est issu donc, de l'ISPE, vous avez l'annexe M12 qui parle justement de l'esprit critique. Alors, les réglementations, elles peuvent sembler être des obstacles. Mais moi, personnellement, je les vois plutôt comme un soutien aux bons usages et aux pratiques. Chaque barrière devient une opportunité d'innovation et évidemment, eh bien, il faut structurer ça. On dit souvent que les US innovent, les Chinois industrialisent et l'Europe régule. Alors, vous voyez ici l'IA Act, qui est la première initiative majeure qui vise à réglementer du coup l'intelligence artificielle au niveau mondial et qui va expliquer que
ces applications d'intelligence artificielle, on doit les classer selon 4 niveaux de risque. Et encore une fois, ici, on retrouve la gestion du risque. Et en fonction de ce niveau de risque, eh bien, on va imposer des exigences qui seront correspondantes. Donc, ces réglementations, elles imposent un cadre de développement, un cadre d'utilisation de l'intelligence artificielle, et ça permet de respecter des principes de sécurité, d'éthique, de transparence. Et ça permet également de guider les entreprises dans la mise en œuvre de technologies de façon responsable. Ces réglementations ou ces standards, puisqu'ici, par exemple, pour les normes ISO, hein, on est d'accord, ce ne sont pas des réglementations, ce sont des standards, elles mettent l'accent sur la fiabilité et le respect des droits humains. Elles soutiennent l'innovation et le progrès technique. Donc pour moi, elles ne sont pas un frein, elles sont un accompagnement. Ces normes et ces réglementations, ce sont vraiment des outils essentiels pour pouvoir naviguer dans ce paysage complexe. Vous l'avez vu avec la liste des normes que vous a présenté Jean-François. Et voilà, elles nous permettent de naviguer vraiment, voilà, d'avoir un GPS. Elles sont comme un GPS en fait qui vont nous permettre d'implémenter ça de façon cadrée et sécurisée, tout en respectant la sécurité et l'éthique. Qui dit IA dit sécurité. Alors, côté cyber, eh bien, il y a la directive NIS 2 qui nous guide vers cette cybersécurité renforcée. Cette directive, elle devient applicable à partir du 18 octobre 2024 pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés et qui font un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros. Vous pouvez tester d'ailleurs en ligne directement si votre entreprise elle doit respecter du coup cette réglementation. Et les obligations de Nice, je ne vais pas les passer en détail. J'essaye de faire vite, je crois que j'ai dépassé le timing en vrai. Mais elles reposent autour de 15 obligations. Et parmi ces 15 obligations, ben, vous voyez, hein, on retrouve l'analyse de risque, c'est pas une surprise. On retrouve tout ce qui est la politique, la gouvernance autour de la sécurité. On parle également de gestion des incidents, on parle de contrôle des droits d'accès, on parle d'hygiène cyber. Il va falloir désormais, c'est comme on vous a appris à vous brosser les dents, à vous laver, à vous habiller quand vous étiez petit, eh bien, il faut former les personnes à utiliser correctement, du coup, toutes ces informations numériques qui sont traitées aujourd'hui. Voilà. Ce que je voulais dire ici pour la cybersécurité, c'est que ce n'est pas qu'une affaire technique. C'est aussi, vous voyez, gestion RH par exemple, c'est aussi, en fait, ça s'étend au-delà de tout ce qui est technique. Souvent, on imagine que cette cybersécurité, c'est que quelque chose de technologique, mais en fait, c'est aussi de la gouvernance. On la retrouve sur plusieurs domaines. Et donc, pour assurer un équilibre entre l'innovation et la conformité, pour moi, c'est indispensable d'instaurer un dialogue continu entre les équipes de développement, entre les spécialistes de la conformité et la direction. Si les directions de vos entreprises ne sont pas impliquées, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on aille tous ensemble dans une même direction pour pouvoir aligner ces initiatives d'innovation avec des normes qui sont éthiques et réglementaires. L'innovation et la conformité peuvent vraiment aller de pair ensemble. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on construise ensemble une culture qui valorise les deux. En adoptant une approche holistique qui va valoriser à la fois cette innovation et cette conformité, pour moi, les organisations de santé, elles peuvent tirer pleinement parti des avantages de l'intelligence artificielle, tout en maintenant des normes élevées de sécurité et des données éthiques. Ça nécessite encore une fois un engagement à tous les niveaux de l'organisation. Ça va de l'opérateur de production jusqu'au CEO de l'entreprise. Et cultiver une culture qui embrasse l'innovation responsable comme un pilier de son identité, eh bien, pour moi, voilà, c'est gagnant. J'aimerais vous poser une dernière question. Ensemble, nous avons le... Ouais, c'est terminé. Hein. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer les défis en opportunités et de guider l'industrie de santé vers un avenir où l'innovation et la conformité vont de pair pour le bénéfice de tous.
Alors, moi, je vous propose de prendre ce chemin avec engagement, curiosité et responsabilité. Et nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. Enfin, il y a les choses, ça va tellement vite. Et je vous pose la question, quel sera votre premier pas vers cet avenir prometteur? Quelle action concrète, là, vous allez prendre maintenant, tout de suite, dès aujourd'hui, pour intégrer cette innovation responsable dans votre domaine d'activité tout en assurant une conformité et une sécurité. Bonsoir à tous. Merci, Madame Richard, pour cette présentation qui était très claire et pour ces explications complètes. Ah, merci beaucoup à vous, merci de m'avoir invité.